50 ans après les premières heures des indépendances africaines, le continent africain, perçu aujourd'hui comme source de développement pour toutes les économies, doit encore cependant surmonter des crises politiques, économiques et sociales. José Ménébert, fondateur du site fédéralitude.org, va expliquer au micro de netinfo.tv en quoi consiste ce courant de pensée. Mais au fait, que signifie exactement fédéralitude? Ça a été construit à partir du mot fédéralisme, mais puisque nous allons au-delà du simple fédéralisme, je l'expliquerai plus loin, nous avons voulu mettre cette notion de savoir-être, d'attitude, et donc nous avons mis UD, donc ça donne fédéralitude. La fédéralitude, en fait, c'est prône un système social et politique global et intégré qui permettrait aux pays africains de résoudre leurs problèmes de gouvernance et de vivre ensemble de leur population. Comment vous est venue cette idée de fédéralitude? Cette idée est née de mon expérience. Vous savez qu'on est toujours influencé par notre enfance, par notre environnement, les connaissances que nous avons acquises et surtout par l'observation. C'est un peu le secret du siècle des Lumières. Les problèmes des États africains sont essentiellement de deux ordres. Un problème de gouvernance, donc de légitimité ou non de l'État, et deuxièmement, un problème aussi de nation. C'est-à-dire que la plupart des pays africains ne sont pas constitués d'une seule nation ou d'un seul peuple, mais de peuples, de cultures et de langues différentes. Et c'est de là que naissent souvent les problèmes des pays africains. Le premier des principes est fédéralisme et subsidiarité. Que recouvrent ces deux mots? Le fédéralisme est un mode d'organisation de l'État qui va du principe, contrairement à l'État jacobin, qu'en fait les entités locales peuvent être distinctes de la partie commune on va dire de la collectivité de la nation. Donc dans un État fédéral, on a un État central et des États locaux. Ça, c'est le fédéralisme. Alors, quand je parle de subsidiarité, on va du principe que les tâches vont être réparties en partant de l'entité la plus petite, c'est-à-dire l'individu, et en montant petit à petit sur l'organisation autour de cet individu, c'est-à-dire la famille, la commune, l'État local, jusqu'à arriver à l'État central. Et on ne délègue à l'État, en fait à l'échelon au-dessus, que les tâches qu'on ne peut pas réaliser soi-même. Le deuxième principe prône un gouvernement collégial à présidence tournante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? En fait, lorsque dans un État, on est tous différents, se pose la question suivante: qu'est-ce qui a la légitimité de gouverner les autres? Donc, les États tels que la Suisse, qui ont 700 ans, ont trouvé qu'il fallait, pour représenter tout le monde, aller plutôt dans un système collégial. Alors le collège va être l'émanation de toutes et la représentation de toutes les entités de la nation. La présidence tournante consiste à choisir dans ce collège un président qui va changer chaque année. Le troisième fondement est la démocratie directe. Quelle en est sa caractéristique? Vous savez que dans la plupart des démocraties du monde, les décisions partent toujours du sommet, c'est-à-dire des projets de loi qui émanent du gouvernement ou des propositions de loi qui émanent de l'Assemblée nationale, les députés étant les représentants du peuple, et les décisions qu'ils prennent, très souvent, le peuple n'a comme moyen pour les contester que de faire la grève. Alors, dans la démocratie directe, telle que la pratique la Suisse, le peuple va interagir et contrôler l'élite à travers des initiatives populaires ou des référendums qui vont être déclenchés par un certain nombre de signatures recueillies par les citoyens. Le quatrième et dernier pilier de votre courant est la mise en place d'une armée de réservistes. En quoi ce dernier fondement est essentiel? Le quatrième pilier, quant à lui, permettrait aux populations de se défendre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Lorsqu'une population démunie est attaquée par un groupe de rebelles ou alors est assujettie par un clan militaire qui prend le pouvoir, cette population n'a pas les moyens de se défendre. Dans ce système d'armée de milices, donc d'armée de réservistes, tout le monde peut prendre en main sa destinée et se défendre. Alors, il y a un autre élément qui est très important aussi. Dans un système où les entités sont les unes séparées par rapport aux autres,
il est plus difficile de corrompre l'ensemble, alors que dans un système tel que nous l'avons aujourd'hui, qui est rigide, si vous arrivez à corrompre le sommet, la corruption contamine facilement tous les échelons de la société. C'est aussi là un des avantages du système prôné par le courant de pensée de la fédéralitude. En guise de conclusion, quels sont les avantages d'un tel système? C'est un système d'abord basé sur le consensus, la représentativité de tout le monde. Donc il y aurait d'une part la protection des minorités, des différents groupes ethniques. Il y aurait aussi, du fait de la décentralisation liée au fédéralisme et à la subsidiarité, une certaine autonomie en termes politiques, en termes financiers aussi des différents territoires, ce qui créerait en quelque sorte une émulation, une compétition positive entre les différentes parties du territoire. Et aussi, évidemment, au niveau du sommet, le président dans la présidence tournante n'a plus les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs que dans un système où le président est élu au suffrage universel direct. Donc on obtiendrait en fait un système politique qui amenuiserait le combat pour s'asseoir sur le trône. Merci José Ménébert pour vos explications.